Fabrice Argounès, qui est enseignant-chercheur à l'université de Rouen, toujours, absolument. Donc Fabrice Argounès a pour domaine de recherche et de spécialité les questions de géopolitique, et il s'est particulièrement intéressé à la géopolitique de l'Australie. Il a publié déjà de nombreux ouvrages, j'en citerai quelques-uns. Théorie de la puissance, un ouvrage sur l'Australie et le monde, donc le titre en dit long sur l'inscription justement de l'Australie dans son contexte international, Le monde vu d'Asie, et un certain nombre d'autres articles sur ces questions. Donc sans plus tarder, je lui laisse la parole, 25 minutes maximum. Je vais faire des efforts. Alors, merci beaucoup d'abord, merci à Jean-Philippe Melchior, à l'ensemble des équipes des Carrefours de la Pensée pour cette invitation. Et je tiens à m'excuser d'abord parce que le titre qui va être affiché ici, j'imagine dans quelques secondes, n'est pas exactement celui qui est sur le fascicule. Mais vous me pardonnerez, mais certains des éléments seront communs, évidemment, donc il n'y a pas d'inquiétude si vous êtes venus pour ça. Je profite des Carrefours pour rappeler que parmi certaines de ces grands rendez-vous ici au Mans, j'ai appris que les Carrefours avaient été très pertinents, par exemple pendant le Brexit, faire une intervention sur le Royaume-Uni, faire une intervention sur l'effondrement au moment de la Covid. Et là aussi, les Carrefours sont très bien liés à l'actualité et notamment à l'actualité australienne, puisque en début de semaine, lundi, avait lieu donc ici, vous avez une photographie, à San Diego, en Californie, une rencontre entre trois personnes qui sont ici, que je vous ai identifiées, que vous connaissez probablement au moins celui du milieu, entre le Premier ministre australien, le président américain et le Premier ministre britannique. J'ai mis ici les dates de leur accession au pouvoir. C'est aussi une rencontre entre des puissances, c'est-à-dire vous avez au milieu la première puissance mondiale, les Britanniques, c'est la 5e ou 6e, suivant les classements, je rentre pas dans les détails, puissance mondiale, et l'Australie, donc, qui est ici représentée, la 13e puissance mondiale. Derrière ce rendez-vous, il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux qui touchent la France, puisque c'est une forme d'aboutissement. Il y en aura d'autres, mais d'aboutissement de l'annulation du contrat du siècle. Si vous avez entendu parler de ce contrat, c'était un contrat de Naval Group où les Français devaient vendre des sous-marins pour 56 milliards d'euros, donc une somme conséquente, hein, des sous-marins aux Australiens. Ce contrat a été annulé par les Australiens et plutôt pour préférer une commande de sous-marins américains. Et évidemment, la photo le montre très bien. Le choix de Joe Biden était très clair. Il pose devant un sous-marin, vous le voyez, on est sur une base militaire américaine. Cette affaire rappelle, et ce rendez-vous rappelle évidemment que l'Australie fait des choix, que le pays assume des choix qui ont pu paraître, vus de France, un peu étranges, déjà dans le sens du commerce international, de remettre en cause un accord aussi développé pour un pays, et Madame l'ambassadrice l'a bien dit, dont nous sommes très proches au cœur de l'Indo-Pacifique. Mais malgré tout, on a un retour, et un retour à une forme de rapport aux États-Unis et aussi à l'Angleterre, ça va être l'objet évidemment de cette intervention, qui nous rappelle que le rapport au monde de l'Australie n'est pas exactement le nôtre. Quand je dis qu'il n'est pas exactement le nôtre, on le comprend bien, la question de la géographie est très présente. Vous avez ici un planisphère très classique, hein, qu'on retrouve dans les cours à l'école, au lycée, dans les différents cours de géopolitique, qui est centré donc sur l'Europe, hein, l'Europe et l'Afrique. Et quand on regarde un planisphère dit Down Under, c'est-à-dire centré sur le Pacifique, orienté entre guillemets au sud, où l'Australie est au cœur, on se rend compte effectivement que la zone de la proximité de l'Australie n'est pas évidemment la même que celle vue d'Europe. Je vais pas vous faire toutes les cartes possibles, mais une autre carte peut être intéressante. Ici, j'ai centré un planisphère, une carte sur le Mans, je ne sais pas si vous voyez le petit point dessus, et à la même échelle, avec le même type de projection sur Adélaïde, une grande ville au sud de l'Australie. Et évidemment, la perception qu'on a en regardant cette carte nous oblige à regarder un monde où l'Antarctique est très visible, où la Chine, le Japon sont dans la proximité et où l'espace de référence pour les Australiens, vous le voyez, c'est d'un côté l'océan Indien, de l'autre l'océan Pacifique et au-dessus évidemment l'Asie et l'Océanie un peu décalée évidemment.
Cette idée que l'Australie a un rapport au monde centré qui va je dirais, du pôle jusqu'à l'Asie n'est pas nouvelle. Au début du XXe siècle, l'Australie déjà était dans une perspective qui sortait simplement du rapport à l'île continent, déjà géant, et une forme de politique étrangère. Alors, je vais préciser, quand je dis politique étrangère australienne, il faut bien se rappeler que la première forme de la politique étrangère et militaire australienne se fait dans le cadre de la colonisation à l'intérieur même du continent. C'est-à-dire, c'est le terrain colonial qui est des colons britanniques contre les aborigènes, qui est déjà un terrain, même si aujourd'hui ça paraît étrange, puisqu'on est à l'intérieur de l'Australie, qui est un terrain comparable à des politiques étrangères coloniales britanniques ailleurs dans le monde. Le deuxième espace, c'est que l'Australie a, alors désolé pour certains termes, a eu une ambition dite subimpériale ou sous-impériale. C'est-à-dire l'Australie, qui est elle-même une colonie britannique, a eu une politique coloniale. Et donc ici, je vous ai cité un premier ministre australien du début du XXe siècle qui évoque une Australie du pôle à l'équateur. Alors ça paraît une ambition hallucinante, mais effectivement, puisqu'au même moment, entre à peu près la décennie 1900 et la décennie 1930, l'Australie va s'approprier, à travers l'Empire britannique en partie, mais s'approprier des territoires qui sont par exemple le territoire antarctique australien, et va avoir un rôle de puissance coloniale dans un pays comme, je vous ai mis la petite étoile près de l'équateur, comme la Papouasie, aujourd'hui la Papouasie Nouvelle-Guinée, la partie est de la Papouasie. Il y a également, je ne rentre pas dans tous les détails, il y a eu des mandats de la SDN, donc l'ancêtre de l'ONU, où l'Australie a eu par exemple, en lien avec d'autres pays, s'est occupée d'une petite île juste en dessous de l'équateur qui est Nauru. Évidemment, là, je parle d'une période un peu ancienne, mais on a des restes de cette ambition territoriale australienne qui continue d'être très actuelle et qui fait de l'Australie, alors vous allez trouver que c'est un peu capillotracté, qui fait de l'Australie notre premier voisin. C'est-à-dire en kilomètres de frontières terrestres partagées, la Terre Adélie, c'est le petit morceau là qui est au milieu du territoire antarctique australien, fait de ces deux territoires, donc le territoire australien antarctique et la Terre Adélie, des voisins. Évidemment, je répète, ça concerne quelques bases comme Dumont d'Urville ou Concordia, mais on est déjà dans une perspective où le voisinage existe. La deuxième, elle est peut-être encore plus parlante, c'est en kilomètres de frontières maritimes partagées. Ici, alors j'ai pas mis la Réunion, mais au moins la Nouvelle-Calédonie que vous avez, c'est la tache rouge qui est à l'est de l'Australie, et vous avez des territoires, les TAF, les territoires terres australes et antarctiques françaises, qui sont voisines de l'Australie. Alors évidemment, d'un point de vue ici au Mans franco-français, cette carte raconte l'histoire impériale, coloniale de la France, les voyages au XVIIIe siècle dans le Pacifique et le système d'appropriation de plusieurs territoires. Mais ça raconte aussi, évidemment, et c'est là notre propos, ça raconte aussi une histoire ultramarine australienne et un rapport de l'Australie avec la région qui fait que, et c'est un peu l'objet de l'intervention aujourd'hui, qui fait que l'Australie a toujours eu un regard sur le monde qui a été beaucoup plus large que le pourtant immense territoire australien qui est, je rappelle, l'Australie, c'est là en superficie, c'est le 6e pays au monde. Et malgré tout, on a évidemment l'obligation de penser l'Australie, ici c'est une des manières de le faire, mais de penser l'Australie bien au-delà des frontières du territoire australien. Très concrètement, quand on dit qu'on pense l'Australie au-delà des frontières, vous allez me dire, beaucoup de pays ont construit leur histoire dans leur rapport à d'autres pays, avec les guerres, avec les alliances, avec le système avec la mondialisation impériale justement ici et coloniale européenne au XIXe siècle. Mais l'Australie, c'est un cas particulier puisque c'est un pays qui a été inventé par cette mondialisation impériale. C'est un pays qui a été inventé, évidemment, ici vous avez une représentation du drapeau, enfin pas tout à fait le drapeau britannique, mais du drapeau britannique qui est hissé au moment où les Britanniques à la fin du XVIIIe siècle viennent en Australie et qui vont donc développer cette histoire coloniale australienne à partir de ces événements et qui va aussi marquer le pays. Et quand je dis marquer le pays, c'est jusqu'à la période contemporaine, jusqu'aujourd'hui en 2023, en référence à la première image que nous avons vue de San Diego. C'est-à-dire que l'Australie contrairement à beaucoup de pays, a déjà été pensée par la mondialisation. Quand je parle de la mondialisation, on pense toujours à l'actuel. L'essor des télécommunications, Internet, les échanges économiques mondiaux avec la fin de la guerre froide, etc. Mais en fait, lorsqu'on compare les périodes, il y a une mondialisation impériale et coloniale qui a eu lieu notamment au XIXe siècle, et l'Australie a été dépendante en fait de lignes de vie
à des échelles hallucinantes pour l'époque, sur 3 grands enjeux dont 2 sont encore extrêmement présents aujourd'hui. D'une part, son peuplement. C'était l'objet notamment des interventions d'hier, donc je vais en parler un peu. Son développement économique également, et évidemment sa défense et les questions de sécurité. La première idée, la première ligne, c'est évidemment, on en a parlé, c'est la politique de l'Australie blanche. C'est-à-dire qu'en dépit de l'imaginaire, le regard actuel des Australiens sur leur peuplement et l'idée d'Australie multiculturelle, c'est une période relativement récente à l'échelle de 2 siècles. C'est-à-dire c'est à partir des années 1970. Auparavant, les Australiens cherchent à attirer une population qui est d'abord et principalement britannique, anglaise, écossaise, un peu quelques Irlandais aussi quand même, et ou galloises, qui vont traverser des lignes, qui vont traverser des lieux qui sont en lien direct avec l'Empire britannique. Ici, je vous ai mis un extrait, alors je ne veux pas vous le faire à chaque fois, d'un document des archives nationales australiennes, qui raconte en fait que les dominions influence l'Angleterre comme l'Angleterre influence les dominions, et qu'une des raisons de la stratégie britannique d'avoir des points d'appui à Aden, en Arabie, à Suez, à Gibraltar, en Méditerranée, c'est aussi de faire vivre des lignes pour permettre l'accès à ces colonies, à ces dominions, je reviendrai sur le terme, considérés comme stratégiques. Alors, c'est pas le Canada pour ce côté-là, mais c'est l'Inde, évidemment, par exemple, la perle, entre guillemets, de l'Empire, tel qu'on l'a décrit au 19e, et l'Australie, que j'ai mis en gras, et la Nouvelle-Zélande. Ces lignes, elles racontent en fait des voyages. Évidemment, aujourd'hui, l'Australie est loin. Il faut près d'une journée en avion pour aller en Australie, un peu moins évidemment. Mais à l'époque, on imagine bien, et il faut bien comprendre que les trajets durent des semaines et des semaines avec tous les dangers liés. Et 2 grandes lignes vont être présentes. La première, la plus ancienne, qui passe par le sud du Cap de Bonne-Espérance et qui va en Australie. Et à partir, je crois que je vous ai mis la date, oui, 1869, l'ouverture du canal de Suez. Et ces lignes, et on retrouve effectivement des points d'appui, Gibraltar, Suez, Aden, l'Inde, Bombay et les ports indiens qui après repartent vers l'Australie. De la même manière, au XXe siècle, ici je vous ai mis un vieux poster, c'est très beau poster, c'est des compagnies aériennes, des compagnies aériennes britanniques qui vont elles aussi desservir à l'époque par de nombreuses avec de nombreux stops l'Australie et ce lien-là. Et donc cette idée, c'est que pour son peuplement pendant 1 siècle et demi, l'Australie a été dépendante a été obligée d'attirer, de faire venir une population depuis les îles britanniques, et donc de penser son rapport à son existence même, c'est-à-dire l'idée de se peupler ou périr, c'est-à-dire cette volonté de peupler l'Australie, à des lignes de vie, entre guillemets, qui sont extrêmement anciennes. De même, et ça c'est un point extrêmement important, le système économique australien est lui aussi basé sur une perspective coloniale dès l'origine, et dont les exportations australiennes actuelles sont les héritières. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est-à-dire qu'on est dans un pays un peu comme le Canada, un peu comme les États-Unis pour certains aspects, dans un pays qui a construit sa richesse à partir de l'exploitation d'un territoire colonisé, et en fait autour de 2 grandes richesses au cours de sa période. D'abord évidemment la richesse agricole, mais qui était dépendante, qu'il s'agisse de l'élevage, c'est le plus connu, mais également de l'agriculture, dépendante évidemment de ce territoire sur lesquels les Anglais prenaient petit à petit, dont les Anglais prenaient possession petit à petit. Et aujourd'hui, les principales exportations australiennes sont des ressources minières, qui elles aussi, et on en a parlé un peu hier, et beaucoup mieux que moi, sur les enjeux avec les terres aborigènes, les enjeux, mais ça nous rappelle, et ça fait référence aux conversations d'hier, ça nous rappelle que le système, et ça il faut toujours le garder en tête, le système économique australien est celui de l'extraction du territoire, et de ce rapport, je répète, d'abord agriculture, puis ressources minières. Et donc c'est évidemment un enjeu central. Deuxième idée, pour faire vivre l'Australie de ses ressources, il faut des clients. Ça ne va pas vous choquer. Eh bien, pendant très longtemps, les clients de l'Australie, le principal client australien, regardez ces chiffres hallucinants par rapport à aujourd'hui. Je vais donner juste un exemple de comparaison. On en reparlera pour le Japon et la Chine aussi. Le premier partenaire commercial de la France aujourd'hui, c'est l'Allemagne. D'accord ? L'Allemagne compte pour 13% de ses exportations. Regardez le chiffre du Royaume-Uni en 1880, à l'intérieur du système impérial britannique. L'Angleterre le Royaume-Uni absorbe plus de 70% des exportations australiennes. C'est-à-dire que l'Australie a construit son système économique
pour un client qui est à près de 15 000, 16 000 kilomètres. Donc évidemment, là aussi, il est dès l'origine obligé de dépasser son regard régional, local sur le monde et de se tourner vers là. Alors petit à petit, pour résumer, je vous ai mis à peu près jusqu'en 2022, la part du Royaume-Uni dans l'exportation australienne a baissé. Les formes des exportations ont pu évoluer, mais disons qu'au cœur au début du XXe siècle, donc au cœur des liens entre le dominion australien et l'Angleterre, c'est surtout des produits, je vous les ai mis à côté, la laine, le blé, les produits laitiers ou l'or. Ici, on parle de mines, mais les trois premiers sont d'abord des produits agricoles. Et ici, vous avez une phrase intéressante, vous savez évidemment lire, mais je me permets de vous la reprendre. Durant l'entre-deux-guerres, les Britanniques prennent un petit déjeuner fait d'œufs et de miel australien, accompagné de toasts constitués de blé australien, alors que les Australiens utilisent des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des assiettes, des tasses et des secoupes estampillées Made in England. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans cette relation unique, mais qui est en fait une relation qui est, je répète, liée à l'histoire impériale britannique, c'est-à-dire que les Australiens fournissent des matières premières agricoles et les Britanniques envoient évidemment des produits manufacturés, dans cet exemple ici des cuillères. Le troisième point qui va être central aussi pour l'Australie, c'est de penser sa sécurité à une échelle qui est, elle aussi, globale, c'est-à-dire à l'échelle du monde, plutôt qu'à une échelle locale. Pareil, on comprend bien, on pense aux guerres mondiales, à des terrains qui sont très lointains. Mais pour un pays qui est aujourd'hui, qui a 25 millions d'habitants et qui est dans une zone géostratégique très spécifique, c'est pas exactement la même histoire que l'histoire impériale des Français et des Britanniques, par exemple, qui sont pensés à l'échelle du globe à partir du XVIIe et XVIIIe siècle. C'était pas exactement la même chose que les enjeux de la première puissance mondiale américaine, qui elle aussi se projette à des échelles hallucinantes à partir du XXe siècle. On est dans un choix stratégique qui peu ou prou, et San Diego, en début de semaine, l'a bien montré, qui n'a pas bougé quasiment depuis 2 siècles. Là aussi, c'est garantir donc l'Australie dans un ordre mondial stable et prospère, c'est-à-dire c'est à travers l'Empire britannique, puis le système international de l'ONU, puis le libre-échange, etc., etc., et avec un choix stratégique de base, c'est être en lien avec la puissance maritime occidentale dominante de l'époque, c'est-à-dire auparavant le Royaume-Uni et maintenant les États-Unis. Ce système-là, la question des sous-marins, elle est l'héritière de cette idée-là. Et ce système, il va se faire à partir d'un choix stratégique qui va être très critiqué, qui va être disputé assez souvent dans l'histoire australienne, mais qui paradoxalement a même été souvent bipartisan, a été accepté à la fois par la droite australienne et la gauche australienne, en dépit de quelques limites, on pourra en parler dans les questions. Mais c'est-à-dire que l'Australie, en fait, a choisi non pas de centrer sa défense sur son territoire, mais de se projeter en mettant les intérêts nationaux australiens à l'échelle du monde entier. Ça veut dire quoi quand je dis à l'échelle du monde entier? C'est évidemment en appui aux formes des politiques globales de ces grands alliés, je répète, l'Angleterre, pardonnez-moi, et puis les États-Unis. Et donc, on retrouve des troupes australiennes qui vont être, dès la fin du XIXe siècle, présentes dans les guerres anglo-soudanaises dans les années 1880, en Afrique du Sud au début du XXe pour la guerre des Boers, pareil en 1900 à Pékin lors de la guerre des Boxers, ou en Méditerranée pendant la Première Guerre mondiale. Et on a des déclarations, ici je vous ai mis quelques phrases très connues dans l'histoire australienne, c'est les 2 guerres mondiales. Vous voyez l'idée que les Australiens se tiendront aux côtés des Britanniques jusqu'au dernier homme, au dernier shilling. On voit l'importance, évidemment, 2 décennies plus tard, les discours sont pas tout à fait les mêmes, mais à partir du moment où la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne, eh bien, vous voyez l'Australie, pour le Premier ministre australien, l'Australie est aussi en guerre, et effectivement, en guerre avec l'Allemagne. Ce qui fait que, je vais passer vite, parce qu'on a eu des interventions sur la Somme, mais ce qui fait que les mémoriaux australiens sont, comme certains pays, sont partout, en tout cas dans beaucoup d'endroits du monde. Ici en France, Villers-Bretonneux. Ici, nous sommes à Gallipoli, c'est-à-dire sur les détroits des Dardanelles, en Turquie actuelle. Mais il y a d'autres lieux. Peut-être le monument le plus important, alors je ne vous propose pas de partir en Australie, mais si vous passez par Londres, il y a eu un mémorial australien inauguré au début des années 2000, alors dans une période guerre en Irak, donc tout ramener aussi là les liens avec les Britanniques et les Américains, mais où vous avez ici des lieux, regardez, on a un mémorial qui met beaucoup de lieux français, la Normandie, Ypres, ou alors l'Afrique, je ne sais pas si on arrive à tout lire, mais l'Afrique du Nord, El Alamein,
mais également évidemment des lieux locaux, je pense à Kokoda, et qui en fait présente, ici vous avez la plaque qui montre les lieux, et ce qui est intéressant, c'est que sur tous les lieux mentionnés, on en a en fait 2 fois plus sur le théâtre euro-méditerranéen que sur le théâtre pacifique. Et donc on retrouve, je vous ai mis ici quelques images, des Australiens pendant la Première Guerre mondiale, soit ici à Gallipoli, soit ici sur les terrains français, et les Australiens ont envoyé dans les nations océaniennes, c'est eux qui ont envoyé le plus de monde aux côtés des Britanniques, de l'Empire britannique, durant la Première Guerre mondiale. Et jusqu'à la seconde, évidemment, ici vous avez un corps expéditionnaire australien, excusez-moi, en Afrique du Nord. Même le multilatéralisme, qui fait vraiment penser aux années 70, 90, à la fin de la guerre froide et au développement, est là aussi un héritage de l'Empire britannique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les Australiens ont une histoire coloniale, on l'a dit, importante, mais aussi ils ont une histoire des relations avec le monde à l'intérieur de l'Empire britannique. Le statut de dominion, comme le Canada par exemple, ou l'Afrique du Sud à l'époque, permettait à partir du début du XXe siècle aux Australiens d'avoir une certaine liberté de parole, j'allais dire, mais disons une certaine liberté et des possibilités à l'intérieur de l'Empire britannique, et qui va aussi construire leur première diplomatie, c'est-à-dire très concrètement un des lieux les plus importants pour cette diplomatie à l'intérieur, donc ici du Commonwealth, c'est, si ça marche, c'est le Haut-Commissariat d'Australie à Londres. Alors quand on parle de Haut-Commissariat à l'intérieur du système du Commonwealth, c'est l'équivalent des ambassades, d'accord? C'est pour ça l'ambassadeur australien à Londres est nommé Haut-Commissaire, c'est juste la précision. Et donc ici vous avez, on est à Londres, je vous invite aussi à aller voir, le bâtiment a servi de décor dans Harry Potter de la banque des Gobelins, je crois, si vous avez vu Harry Potter, peut-être pas vous, madame, apparemment, mais si vous avez vu Harry Potter, il est utilisé parce que l'intérieur est très impressionnant. Et on a ici typiquement un lieu de l'invention à la fois de la diplomatie australienne dans l'Empire, mais aussi des relations avec le reste du monde. Et donc on a là aussi des relations qui vont s'étaler. Et si on peut parler de décolonisation australienne, en prenant évidemment toutes les mesures, c'est-à-dire plutôt de dédominionisation, puisque le système colonial est interne à l'Australie avec les aborigènes. C'est au lieu d'avoir un moment type les indépendances en Asie ou en Afrique après la Seconde Guerre mondiale, on a une dédominisation, pardonnez-moi pour le terme, qui s'étale sur près d'un siècle. C'est-à-dire entre le moment des années 1870 où les soldats britanniques sont remplacés par des soldats australiens qui sont en fait sur place en Australie, que le gouvernement pour la fabrique de la fédération, le fait que les colonies australiennes soient réunies en un seul pays en 1901, et jusqu'à, regardez, étrange, là vous avez ce Britain Lost Empire. On a une évolution qui va évidemment montrer, je vais un peu accélérer, qui va montrer qu'il y a des enjeux qui sont évidemment, qui dépassent, qui sont des périodes. Je vais donner juste un exemple. Le God Save the Queen est enlevé comme hymne national australien seulement au milieu des années 1970. Et je termine sur, enfin je vais aller un peu vite sur la deuxième relation spéciale, c'est-à-dire qui nous dit que aujourd'hui, évidemment, l'Empire britannique n'est plus la référence de la puissance principale puissance occidentale dans le monde, et les Australiens se sont tournés vers les États-Unis. Mais c'est pas juste se tourner dans l'alliance. C'est pour ça que je vous ai repris ici les phrases d'un chercheur australien qui dit que vraiment l'Australie c'est un élément majeur, pas seulement de lien, mais de la posture même de l'Australie dans le monde. Ici, je vais pas vous faire toutes les citations, mais beaucoup de la politique étrangère australienne de l'après-Seconde Guerre mondiale s'est organisée ici en Corée, aux côtés des Américains. Et l'Australie s'est embarquée, là aussi pour se protéger dans sa région, s'est embarquée dans tout le système des conflits, notamment en suivant les Américains. C'est méconnu, mais ce sont les premiers après les Américains en nombre de soldats engagés au Vietnam, ici des soldats australiens au Vietnam, de même en Afghanistan, en Irak, ici il y a une caricature un peu où le président Bush à l'époque amène le premier ministre australien et le ministre des Affaires étrangères faire une promenade, évidemment pour montrer le lien et là-dessus, ou plus récemment ici Kevin Rudd en Afghanistan.
De même, 6 avions australiens participaient au raid contre Daesh dans les années 2010. Et plus récemment, l'Australie, et ces chiffres-là, c'est peut-être celui qui est le plus impressionnant, je mets le suivant, l'Australie a l'aide militaire australienne en milliards d'euros à l'Ukraine, dépasse par exemple l'aide belge et l'aide espagnole. Par exemple, quand on voit le terrain, on comprend ce lien. Et ce qui amène évidemment aussi l'Australie à être un des premiers acteurs et un des, peut-être le meilleur allié de l'OTAN hors OTAN, avec évidemment le Japon et d'autres qu'on a ici. Et cette idée, je vais terminer là-dessus parce que j'ai déjà dépassé, cette idée-là, c'est bien de comprendre que les enjeux du rapport au monde de l'Australie, ils sont là. C'est-à-dire que l'environnement régional anxiogène et l'idée que l'Australie n'est pas assez puissante pour se protéger de diverses menaces, notamment évidemment en ce moment, on pense à la menace chinoise, fait qu'elle a fait un choix d'alliance et d'insertion dans un système d'alliance qui l'a fait participer à des guerres lointaines, évidemment, pour l'Australie, mais et qui parfois cet aspect-là est critiqué. Et notamment parce qu'aujourd'hui, je vais aller un peu plus vite, je passe juste, on va pas faire tout le point, mais juste pour rappeler qu'aujourd'hui, le problème, c'est que la principale menace présentée par les Australiens, on y est presque, pardon, la principale menace présentée par les Australiens, la Chine, est aujourd'hui principal, voilà, cherchez ça, vous voyez ici les exportations vers l'Angleterre qui ont baissé. En rouge, c'est le Japon qui devient le premier client à partir des années 60 jusqu'aux années 2000, et aujourd'hui la Chine qui absorbe 34% des exportations australiennes. Et c'est évidemment un des enjeux dont va parler Adrien probablement, mais un des enjeux, c'est que le principal marché australien est celui qui est au cœur des enjeux stratégiques. Et là, je termine avec ça. 65% du commerce australien se fait avec l'Asie-Pacifique, 11% avec les États-Unis, 14% avec l'Europe. Et on voit évidemment donc les problématiques entre le lien entre alliance stratégique d'un côté, commerce international de l'autre, et les enjeux qui y sont liés. Voilà. Désolé d'avoir dépassé un peu. Merci pour votre attention.